My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de 13. Je suis Natacha et j'ai avec moi ma Swiftie préférée, Honorine. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui te fait très plaisir. On va parler de la chanson Call It What You Want sur Reputation, Qui est album. Voilà, dès le départ, 15 secondes, c'est lancé. C'est un album très clivant, comme tu aimes le dire d'ailleurs, je crois. Et pour autant, c'est un album qui a fait quand même venir une nouvelle génération de Swifties, je pense, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense que c'est un album clivant, c'est un album qui n'a pas eu tout de suite le succès qu'il aurait mérité. Et c'est en effet un album qui a probablement amené un public un peu différent à Taylor de ce qu'elle avait avant que cet album existe. C'est vrai que dans les sonorités, on a tout de suite quelque chose d'assez nouveau qu'elle avait jamais exploré. Même dans la pop de 1989, on est quand même sur quelque chose de... comment dire? Pour moi, on est sur un album sur 1999 qui est assez léger, qui est assez estival, presque. Qui commence à explorer de la musique un peu synthétique, mais pas trop encore. Alors que sur Reputation, oui, on a vraiment ce côté un peu dark, un peu, alors j'irais pas jusqu'à dire techno, mais plus électronique en tout cas. Oui, parce qu'il y a plus d'autotune, je trouve déjà, rien que dans cet album-là. Ce qui est souvent quelque chose qui me gêne d'ailleurs, hein, je te l'ai déjà dit sur la prod de l'album. Je trouve qu'à certains moments, il y a de l'autotune et ça me gêne. Notamment, je pense à Dancing with Her Hands Tied, où la même chanson, mais avec une autre production, je suis sûre que je l'adore. Mais celle-là, comme ça, telle qu'elle est faite aujourd'hui, ça coince. Bah, d'ailleurs, t'aimes bien la version live. Ouais, c'est vrai. En effet, la version juste guitare-voix... Ouais, mais je pense que c'était un choix délibéré aussi de Taylor de vouloir faire quelque chose d'assez nouveau et peut-être un peu dérangeant vis-à-vis du public global de l'époque. Est-ce que tu veux nous faire une synthèse de l'époque sans trop redire ce qu'on a déjà dit, mais pour histoire de placer un peu le tableau de ce qu'il était quand l'album est sorti? Ouais, bon, on en a déjà beaucoup parlé, notamment sur l'épisode avec toute l'histoire avec Kanye West finalement. C'était notre épisode numéro 10, donc ça on en a quand même pas mal parlé à ce moment-là. On en a aussi beaucoup reparlé dans notre épisode avec Morgan Giuliani, qui était l'épisode numéro 39. Mais en gros, l'album il sort alors que ça fait... En tout cas, l'album est annoncé alors que ça fait pratiquement 1 an que personne n'a de nouvelles de Taylor Swift. Elle a supprimé tous ses réseaux sociaux. On ne sait pas comment elle va, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas à quoi elle ressemble. Parce que les dernières photos qu'on a vues, c'était elle à Bleachella. Donc, elle avait teinté ses cheveux de manière... c'est quoi? C'est blond... blond décoloré. Décoloré, très clair. C'est ça. Elle avait totalement décoloré ses cheveux. Donc, ça, c'était été 2016. Il y a eu Coachella, mais qu'on a appelé Bleachella, parce que bleach, c'est la décoloration en anglais. Et puis, il y a eu le Met Gala, donc à peu près, c'était à peu près la même époque. Et ensuite, plus rien. Et puis, un beau jour, tout d'un coup, les réseaux de Taylor se remettent en marche. Et là, on a des images de serpents, on a toute ce storytelling autour de l'album. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis, on a forcément un premier single qui est Look What You Made Me Do en août 2017. Et là, on se dit, ah ouais, ok. On y va, c'est parti. C'est vrai que ça ressemble pas du tout à ce qu'elle a pu faire auparavant. Et dans la chanson, même dans le texte, elle est vraiment très incisive. Elle casse complètement cette image de gentille fille qu'elle a pu construire auparavant. Ça veut pas dire qu'elle l'est plus, hein. Ça veut juste dire que là, elle est en train de faire table rase justement de tout ce qui s'était passé auparavant. Exactement. Et c'est vrai que faut se remettre dans le contexte. On entend Look What You Made Me Do pour la première fois avec un clip qui est quand même aussi très évocateur, avec des tonnes d'easter eggs, des tonnes de pics envoyés à plein de gens. Enfin, et donc c'est assez puissant quand même, quoi. Donc faut se remettre dans le contexte. Mais aujourd'hui, on a décidé plutôt de parler de Call It What You Want parce que c'est une chanson qu'on aime toutes les deux sur cet album. On sait que certains d'entre vous l'aiment beaucoup aussi. Et puis, je pense que c'est quand même une chanson qui est riche à analyser, puisque vous savez qu'on aime bien aussi avoir de la matière, avoir des choses à dire sur une chanson. Et enfin, je pense que c'est quand même une chanson qui reprend un peu dans sa globalité tout le contexte de Reputation, et du coup est pertinente à analyser pour comprendre le contexte de cet album.
Ouais, je trouve que ça fait une belle image. Si on a besoin d'une seule chanson pour comprendre Reputation, moi j'aurais tendance à garder celle-là. Moi j'aime bien faire des classements ou faire des choix. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde ici, mais j'aime bien me dire si je dois choisir qu'une seule chanson qui doit finalement représenter l'album, bah je trouve que Call It What You Want, elle fait bien le tour de toute la question de l'état d'esprit de cette époque-là, à la fois sur toute la partie gestion du public, gestion de la crise, mais aussi bah justement rester devant cette histoire d'amour qui fleurit devant elle et à quel point ça peut la rendre heureuse. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que moi, je le rabâche à chaque fois, mais on a quand même tendance à l'oublier. Reputation, c'est principalement un album d'amour, en fait. Et donc, je trouve que cette chanson, bien plus que d'autres, représente parfaitement l'album. C'est vrai. Donc, Call It What You Want, c'est la piste 14. C'est l'avant-dernière chanson de l'album. Et c'est une production et une écriture combinée entre Jack et Taylor. Un duo qui fonctionne, on l'a déjà dit. Et cette chanson, elle l'a jouée pour la toute première fois le 12 novembre 2017, donc vraiment 2 jours après la sortie de l'album, dans l'émission Saturday Night Live. Et d'ailleurs, je pense que c'est une version que t'aimes le mieux, plus que la version de l'album finalement, parce que c'est vraiment juste guitare-voix, elle a ses choristes derrière elle, les Starlight qui font les chœurs, et c'est un moment assez chouette. Ah, mais de toute façon, je l'ai déjà dit, moi, tout ce qui est guitare-voix, je rêve d'une tournée acoustique juste d'une guitare et deux choristes et on n'en parle plus. Et un piano aussi, parce que quand même, effectivement, c'est une version incroyable. Ouais, je suis d'accord. Et surtout, en fait, ça, c'est quelque chose que Taylor Swift a déjà dit, mais tout l'album Reputation a initialement été écrit en acoustique. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas un album sur lequel elle a d'abord reçu les prods, puis écrit une top line par-dessus. C'est un album qu'elle a entièrement écrit d'abord en acoustique. Du coup, c'est un album qui fonctionne très bien en guitare-voix ou en piano-voix. Oh là là, du coup, je viens de penser à un truc. Imagine si jamais un jour, elle nous sort une version acoustique de tout l'album. Genre en Reputation TV. Au lieu de... Donc, elle a déjà dit sur cet album que il était parfait et qu'elle avait pas besoin de le retoucher. Donc, on s'attend pas à ce qu'elle ressorte une Taylor's version. Pour autant, on attend tous quelques petites Voltracks, ce qu'on a déjà mentionné dans certains épisodes. Là, du coup, je viens de me dire, mais imaginez, genre, elle nous sort une version acoustique juste de l'album. Ce serait ouf. Ce serait incroyable. Surtout sur un album avec une prod aussi forte, tu vois. Ouais. Ça changerait toutes les chansons. Ah bah moi je pense que ça peut tomber. Enfin déjà que Reputation était haut dans mon classement, mais là je pense qu'il remonte. Il prend 3 places là. Ouais, mais après tout le monde va dire que c'est le meilleur album, alors que vraiment je me tue à le dire depuis le début. Tout ça pour dire que on a d'ailleurs aussi des vidéos, des backstage de la production de la chanson. Elle l'a beaucoup fait pour Reputation, de se filmer avec Jack Antonoff notamment. Et lui d'ailleurs, il dit que c'est la chanson dont il est le plus fier sur l'album en termes de prod. Et c'est rigolo parce que dans les interviews qui sont sorties quand il faisait la promo de l'album, il disait aux fans, écoutez-le avec un casque pendant une balade nocturne. Donc bah faites ça, voilà. Et vous verrez que cette chanson prend un tout autre sens. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de bruit ambiant à cette chanson. Moi, quand je l'écoute, j'ai souvent l'impression d'entendre les sirènes d'un véhicule d'urgence. Alors, c'est pas du tout ça en fait, hein. C'est du synthé. Si on écoute juste la version instru, il n'y a pas du tout de pompiers qui passent à ce moment-là. Mais en fait, l'image est belle parce que finalement, ça évoque quelque chose d'assez romantique, l'urgence des sentiments et ça va très bien avec le thème de la chanson. Tout va très vite quand on tombe amoureux et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'entends les pompiers à chaque fois que je mets cette chanson. Parce que tu veux un pompier ou... Non, c'est l'inverse. Je voulais juste revenir sur ces vidéos et c'est vrai que c'est hyper cool de voir ces vidéos d'elle qui écrit ces chansons à ce moment-là, qui s'enregistrent. Enfin, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir avoir sur tous les albums. Dans mon cas, j'adorerais avoir plus de choses comme ça. Tous ces albums qu'elle a écrits pendant le Covid, elle a forcément eu 8000 heures pour se filmer, donc et on sait qu'elle le fait puisqu'elle a dit qu'elle s'enregistrait quand elle écrivait ses chansons. Donc, j'aimerais avoir plus de ce genre de contenu. Oui, et puis en fait, bah, encore une fois, c'est un contexte où de toute façon, on n'a aucun contenu de la part de Taylor Swift en live, quelque part. Pendant toute l'année, en gros, de mi-2016 à mi-2017, on n'a absolument aucune nouvelle d'elle. Et donc le fait d'avoir a posteriori des vidéos où on voit que pendant cette période-là, en fait, elle allait bien, et bah ça fait plaisir, et surtout, elle allait bien au point d'écrire de la musique, et donc ça, c'est encore plus chouette. Donc en 2019, pour en revenir à la chanson, Taylor parlait de cette chanson dans les interviews. Elle disait que c'était celle qui racontait vraiment la vraie histoire d'amour de Reputation.
elle a dit également à Rolling Stone que c'est une chanson qui parle d'une relation nouvelle, discrète, et que pour la première fois de sa vie, elle se déroulait dans des conditions qu'elle avait choisies et qu'elle n'était pas conduite par l'opinion publique. Et puis, il y a eu évidemment le Saint Graal, les Reputation Secret Sessions. Donc, c'était un truc que Taylor faisait à l'époque où, tout simplement, elle invitait des fans chez elle pour écouter l'album en avant-première. Donc, ça, c'est vraiment un truc qu'elle ne fait plus du tout et qu'elle ne refera jamais, à mon avis, mais qu'elle faisait au début de sa carrière. C'était des fans qui étaient sélectionnés parce que c'était des gens avec qui elle parlait sur les réseaux sociaux, des gens qui se manifestaient dans les commentaires de ses publications, des gens qui, du coup, parlait d'elle sur Tumblr à l'époque, etc. Bref, elle les invitait chez elle, elle leur faisait des cookies et elle leur faisait écouter l'album. Et dans une des sessions qui a été enregistrée, elle dit que Call It What You Want, c'est probablement la meilleure de l'album, selon elle. Ouais, on est d'accord. Voilà, aussi. Moi, je suis d'accord. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de l'analyser aujourd'hui. Voilà, elle dit que ça reflétait bien l'état dans lequel elle se trouvait à ce moment de la sortie de l'album par rapport au début de l'album. En fait, si on prend l'album dans l'ordre des pistes, ça raconte vraiment une histoire, un début avec une fin ouverte. Et évidemment, au moment de la sortie de l'album, elle se sentait plutôt comme ce qui se passe dans les dernières chansons de l'album que ce qui se passe dans les premières chansons. Je sais pas si c'est très clair. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué, mais quand Taylor, elle choisit l'ordre de ses chansons, la place d'une chanson dans l'album est pas du tout laissée pour compte. C'est vraiment quelque chose qui est important pour elle. Et donc, c'est important quand elle sort un nouvel album de l'écouter dans l'ordre, puisque une histoire est racontée. Il y a un storytelling rien que dans l'album au total. Ça se manifeste vraiment sur Reputation. Alors, c'est marrant qu'elle dise que c'était quelque chose qu'elle ressentait vraiment à l'époque, parce que c'est une chanson qu'elle a peu chanté pour les acoustic songs de l'Eras Tour. Et alors, elle l'a chanté une fois et elle était particulièrement en colère ce jour-là. Et tous les fans aiment bien faire la petite comparaison entre justement cette prestation de Saturday Night Live où elle était complètement amoureuse, pleine de bulles, avec des cœurs dans les yeux, et puis là où elle était limite à cracher le mot sur son piano. C'est dommage parce que c'est une chanson que les fans adorent globalement, je pense. Ouais. Mais je comprends aussi que parfois on n'a plus trop envie de la chanter. C'est vraiment une chanson d'amour, c'est vraiment une chanson qui est dédiée à Joe Alwyn avec qui elle était à ce moment-là, qui en plus est écrite plutôt au début de leur relation, où tout va bien, où tout est rose, où tout est formidable. Donc oui, à l'Eras Tour, c'est plutôt ce qu'on a appelé Call It What You Want Angry Version, et qui est très cool aussi, mais qui du coup ne va pas avec le texte. Le fond ne matche pas avec la forme, quoi. Non, ça va pas du tout. On va s'attaquer à la chanson en elle-même. Comme d'habitude, la chanson, c'est une petite histoire qui commence donc par un début très sombre, puisque le décor est planté dès la première phrase. My castle crumbled overnight. Alors déjà, j'adore parce qu'on reparle, on fait un petit easter egg d'une chanson qu'on va récupérer après, mais qui fait toujours plaisir. Castle Crumble, donc qui est sorti avec Speak Now, Taylor's version. Mon château s'est effondré en une nuit, donc en français on dirait plutôt du jour au lendemain. I brought a knife to a gunfight. Donc c'est une version anglaise pour dire venir à un duel armé avec un couteau. En fait, dans le cas de Taylor, elle n'était pas préparée parce qu'elle a voulu faire confiance à certaines personnes. CF, le combat avec Kanye au sujet de la chanson Famous. On l'a déjà dit, mais si vous n'êtes pas familier avec cet épisode de sa vie, nous avons créé un épisode complet qui est notre épisode numéro 10 qui reprend vraiment toute la chronologie de cette embrouille. Et donc, on comprend vraiment que Taylor, elle est déstabilisée à ce moment-là. C'était pas juste et c'est un combat qui est fait à armes inégales. Ouais, et c'est marrant parce qu'on retrouve bien plus tard dans sa discographie, du coup sur The Life of a Showgirl, la chanson Cancelled où elle dit Bring a tiny violin to a knife fight. Donc du coup là, elle twist l'expression où là cette fois, on n'apporte pas une arme blanche dans un combat à arme à feu, mais on apporte un petit violon dans un combat à l'arme blanche, et c'est tout aussi dangereux. Bon, ça sert à rien surtout. Oui, ça sert à rien. Mais elle finit sa phrase quand même avec une note plutôt positive. Elle dit They took the crown, but it's alright. Ils ont pris ma couronne, mais c'est pas grave. Donc on a souvent chez Taylor Swift, tu l'as dit, cette analogie du royaume, du château, de la couronne, qui est aussi un héritage de ses premiers albums où c'était très conte de fées, etc. On en a bien sûr pas mal parlé dans notre épisode avec Marie sur l'Americana, notre épisode numéro 41. Le mythe de la royauté, c'est quelque chose qui titille beaucoup les Américains. Et puis on retrouve cette métaphore dans des chansons comme New Romantics, notamment. Je pensais à Baby, I could build a castle out of all the bricks they threw at me. Soit dit en passant, c'est une de mes phrases préférées de Taylor. Vraiment, si un jour on classe nos phrases préférées, je pense que ça en fait partie. Et puis, voilà, tu l'as dit, on a plus tard dans sa discographie Castles Crumbling.
qui est en fait écrite bien avant Reputation, donc c'est rigolo qu'elle reparle de ça, mais nous, on l'a eu que après. Où elle parle aussi de ses Kingdom Keys, les clés du royaume, dans Look What You Made Me Do. Donc c'est vrai que c'est une analogie qui revient quand même hyper fréquemment. Alors finalement, le they, on peut comprendre que c'est l'opinion publique. Ils lui ont pris sa couronne, ils l'ont destitué de son statut de royauté de la pop musique avec cette histoire avec Kanye. Mais finalement, ça n'a pas l'air de l'impacter tant que ça. Et finalement, au contraire, tout va bien. Elle continue ce couplet qui continue de nous donner le décor de l'état d'esprit dans lequel elle se trouve avant de commencer cette nouvelle relation. Oui, elle dit « All the liars are calling me one », donc tous les menteurs disent que c'est moi la menteuse. « Nobody's heard from me for months ». Ça fait des mois que personne n'a entendu parler de moi, ça fait des mois que personne ne sait où je suis. Donc, comme je le disais tout à l'heure, à ce moment de sa carrière, en effet, ça fait des mois qu'on ne sait pas où elle est. Il y a quelques photos de paparazzi qui fuitent très rarement, 2 ou 3 reprises, mais vraiment, c'est très rare. Mais par contre, les rares fois où elle est photographiée, c'est avec Jo Alwyn. Et donc, elle dit bien après dans la suite du couplet « I'm doing better than I ever was », je vais mieux que jamais. Ça fait un petit peu écho à cet adage qu'on dit pour vivre heureux, vivons cachés ». À l'époque, c'était totalement ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus quelque chose auquel elle croit. Mais je pense qu'à ce moment-là de sa vie, oui, c'était totalement un adage auquel elle adhérait. Maintenant, elle a... Bon, je vais faire de la psychologie de comptoir alors que je la connais pas, mais j'adorerais en discuter avec elle si jamais un jour on peut le voir. Mais peut-être qu'à ce moment-là, avec toute l'histoire avec Kanye, elle s'est dit que elle méritait peut-être pas son statut de superstar, ou peut-être que elle assumait pas d'être aussi grande, aussi puissante, ce qui est plus le cas maintenant. Clairement, là, elle y va. Quand on écoute une chanson comme Father Figure, c'est moi qui ai la plus grosse bite, quoi. Clairement, on peut pas dire autre chose, quoi. C'est elle la superstar, c'est elle la plus grande, et finalement, elle a plus besoin de vivre cachée. Et on voit vraiment l'évolution de la personne aussi dans le temps, et c'est normal, hein. Clairement, on n'est pas la même personne qu'on était il y a 10 ans, et elle non plus. Oui, c'est sûr. Je pense qu'en effet, il faut remettre dans le contexte, encore une fois, qu'elle est plus jeune à ce moment-là que aujourd'hui, donc elle est aussi plus fragile. Et elle vient de se prendre une vague de haine sur Internet, sur les réseaux, dans les médias, etc., qui est hyper violente. Enfin, je pense que, je sais que dans nos auditeurs, il y a plein de gens qui n'étaient pas là à cette époque-là. Et Moi non plus. Voilà, et toi non plus. Mais ceux qui étaient là se rappellent que, franchement, c'était dur d'être fan de Taylor Swift à cette époque. Parce que vraiment, elle était détestée par tout le monde. Toi, tu disais que tu étais fan d'elle, mais on te détestait aussi, en fait. Ouais, ok. Donc, tu vois, c'était dur. Enfin, mais je pense qu'il faut vraiment remettre dans le contexte qu'elle s'est pris une vague de haine qu'on a tendance à minimiser, voire à normaliser, en mode, oui, de toute façon, il y a de la haine sur les réseaux sociaux. Non, 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 non. Elle s'est pris de la haine de partout. Donc, je pense qu'elle était aussi à un moment de sa vie où elle n'avait pas le choix que de se cacher, en fait. Bon, voilà, c'était un peu de la psychologie de comptoir, mais oui, il faut quand même rappeler que... faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Quand tu veux, on va boire un verre de vin et on en reparle. On serait ravis. Mais genre Donc, vraiment. une invitation ouverte pour Taylor Swift. Et du coup, on arrive au refrain My baby's fit like a daydream. J'aime bien parce que tu as fait une petite analyse littéraire. Il faut que tu nous expliques. C'est pas très compliqué. C'est juste que dans cette phrase, elle utilise le mot fit, my baby's fit, qui dans ce contexte-là, c'est une expression de l'anglais britannique pour dire qu'il est beau, il est attirant, etc. Et donc, en fait, elle incorpore dans sa phrase de l'anglais britannique pour faire un clin d'œil à son amoureux qui est britannique. Et elle le fait plusieurs fois dans cet album d'ailleurs, et de manière encore plus évidente après sur l'album Lover. Et elle utilise l'expression daydream, donc en gros, il est beau comme un rêve éveillé, ce qui n'est pas ouf en français, mais bon. Ça rend pas terrible, mais pourtant l'image est très belle. L'image est très belle. Et c'est marrant parce que c'est une expression qu'on retrouvait dans sa chanson Blank Space sur 1989, où elle disait « Darling, I'm a nightmare dressed like a daydream ». Également une très bonne punchline de Taylor, soit dit en passant. Mais voilà, le fait qu'elle incorpore des mots de l'anglais britannique alors qu'on sait à quel point elle est baignée dans la culture américaine, c'est un choix qui est là pour aussi incorporer son amoureux britannique dans sa vie d'américaine. Walking with his head down, I'm the one he's walking to. Donc ici, Taylor nous dit qu'il marche avec la tête baissée, ce qui peut être le symbole de deux choses. Soit il est hyper concentré et il sait où il va. D'ailleurs, il va vers elle et c'est ce qu'elle dit. Ça peut aussi être une référence à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour être heureux, vivons cachés. Il baisse la tête justement pour pas être photographié par les paparazzi. Alors à ce moment-là de cette relation et de sa carrière, Jo Alwyn, il est assez peu connu à l'international. Il a une petite carrière au Royaume-Uni, mais clairement c'est
pas une superstar comme Taylor. Et lui, il tient à garder son intimité, alors que Taylor Swift, elle est méga connue, c'est déjà une superstar. Et du coup, on sait aujourd'hui que ce décalage de notoriété entre les deux, probablement ce qui a causé la fin de leur relation, mais à ce moment-là, c'est ce que recherchait Taylor, quelqu'un qui soit discret, qui soit sincère avec elle et qui soit loin des regards de tous. Voilà. Et donc elle dit So call it what you want. Donc appelez ça comme vous voudrez. Sous-entendu, cette fois je me fous de ce que vous pensez. Mettez-moi une étiquette si ça vous chante. Je suis heureuse comme ça et personne viendra changer ça. Et surtout, voilà, à ce moment-là, en fait, elle est heureuse au point qu'elle se fiche de ce que pensent les autres, qui n'était plus vraiment le cas sur les dernières années avant cet album et cette chanson, quoi. Il y a cette phrase aussi, call it what you want, c'est est-ce qu'elle peut lui parler à lui? Genre, tu sais, quand on est au début d'une relation et qu'on sait pas trop, est-ce qu'on est en couple, est-ce qu'on n'est pas en couple, enfin, tu vois, on recherche à mettre une étiquette. Appelle ça comme tu veux, de toute façon, moi je sais ce que je ressens pour toi. Oui, peut-être qu'il y a un peu de ça. Même si, bon, elle écrit des chansons pour lui, elle dit My Baby. Donc bon, je pense que c'est quand même une relation qui est bien établie à ce moment-là, mais après tout, pourquoi pas, hein. En tout cas, ça pourrait être une chanson à envoyer à un mec avec qui on sait pas vraiment où on en est. C'est vrai. Mais faut qu'il soit britannique, sinon ça marche pas. Et donc elle dit ensuite My babies fly like a jet stream. Alors vraiment, cette phrase, je suis tombée dans un chien trou avec cette phrase. Allons-y. Parce que, donc ça vient en miroir de la première phrase où elle disait My babies fit like a daydream. Et là, elle dit My babies fly like a jet stream. Déjà, la construction en miroir est parfaite. Et puis, donc cette fois, elle utilise le mot fly, qui cette fois, c'est de l'argot américain, toujours pour dire beau, attirant, etc., comme voulait dire fit au début. Mais c'est quand même surtout la signification première du mot fly, qui est le verbe voler. Et donc, elle fait un jeu de mots entre ce verbe voler et le mot jet stream, qui se traduit en français par un courant jet ou un courant d'altitude. Alors, restez avec moi. Un courant jet ou un courant d'altitude, c'est un phénomène de courant d'air qu'on retrouve dans l'atmosphère. Okay, on va pas vous faire un cours de physique, j'en serais bien évidemment incapable, mais en gros, c'est des courants d'air qui circulent à plusieurs kilomètres au-dessus de la Terre, au même titre que les courants marins, qui sont, je pense, un peu plus connus. Vous connaissez le courant est australien si vous avez regardé Le Monde de Nemo. Et voilà, donc en gros, il y a aussi des flux d'air dans les airs, quoi. Bien évidemment, les avions cèdent de ces flux d'air pour les vols et pour raccourcir la durée des vols. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que un des courants d'altitude qui existent pour de vrai, c'est un courant qui circule notamment entre le continent européen et le continent américain et qui passe à peu près de Londres à New York. Donc, de Joe à Taylor. Oh. Et voilà, bon, nous ne sommes plus seulement professeur Chourave et Stéphane Bern, j'ai maintenant également un petit côté Evelyne Delia. Ou Jamie. Un petit Jamie, ouais. Pour vous parler des courants météorologiques. Je serais bien incapable de vous parler plus de ça. Mais voilà, je trouvais que quand même, le fait qu'elle utilise cette toute petite phrase « My babies fly like a jet stream », ça paraît rien du tout. Et en fait, c'est hyper recherché. Et c'est ce qu'on aime avec Taylor. High above the whole scene, loves me like I'm brand new. À ce moment-là, Joe, il est complètement extérieur à tout ce drama qu'elle vit depuis déjà plusieurs années. High above the whole scene, c'est que, il est au-dessus de tout ça, c'est pas important pour lui et c'est pas ce qui compte. Et donc, du coup, il a un regard neutre, neuf sur elle, comme si elle était toute neuve, brand new. Et donc, on comprend qu'il s'intéresse à elle pour ce qu'elle est vraiment, pas pour l'image qu'elle dégage auprès des médias ou de la pop star qu'elle peut être. Finalement, je pense que quand on a vécu plusieurs fois des peines de cœur avec des ruptures difficiles, avec des personnages publics, etc., on s'attend à un biais de la part des autres quand on fréquente des personnalités célèbres. Je dis ça, je fais que des hypothétiques là, hein, j'en ai aucune idée, j'ai jamais fréquenté de célébrité. Mais du coup, peut-être ce biais pourrait être en fait une sorte de réputation et le fait que lui la regarde avec un regard neuf et la regarde pour ce qui elle est vraiment, ça c'est nouveau, c'est rafraîchissant et c'est ce qu'elle aime aussi dans cette relation. Et c'est exactement ce qu'elle lui dit dans la chanson Delicate, où elle lui dit « My reputation's never been worse, so you must like me for me ». Exactement. J'ai jamais eu une réputation aussi horrible, donc en gros, t'es obligé de m'aimer pour ce que je suis, parce que c'est pas pour ma réputation que tu peux m'aimer, quoi. Et donc, du coup, ça lui fait du bien. Bah oui. On arrive ensuite au deuxième couplet, où elle dit « All my flowers grew back as thorns ». Toutes mes fleurs ont repoussé en épines. Alors évidemment, ça, c'est aussi une image qu'on retrouve beaucoup chez Taylor Swift, qui tout simplement dit « je suis plus forte qu'avant ». Notamment, elle en parlait, encore une fois, sur Blank Space. Donc je trouve le parallèle assez intéressant. Ça fait quand même 2 fois, là, dans cette chanson, qu'on a des parallèles avec Blank Space, où elle disait « Rose garden filled with thorns ». Donc les jardins de roses remplis d'épines. Mais pour moi, finalement, c'est assez logique qu'elle fasse plusieurs références à Blank Space dans Call It What You Want, puisque si on y repense, elle a quitté le regard public, entre autres parce qu'elle avait cette réputation, cette image de croqueuse d'hommes qui lui collait un peu à la peau, cette collectionneuse de mecs, en gros.
Et en fait, là, elle trouve avec Joe une relation qui est stable, qui est saine, et qui vient en opposition avec le personnage qu'on lui attribue de nana qui enchaîne les mecs. Ouais, et puis si on veut refaire un peu de botanique, on Vas-y, aime ça. professeur Rave. On sait aussi que les rosiers, quand on les taille bien, ils refleurissent mieux. Je sais pas si vous avez des rosiers chez vous, il faut les tailler de temps en temps. Normalement, quand on taille un rosier, il fait des plus jolies fleurs, mais là, justement, c'est pas ce qu'elle dit. Elle dit que ces fleurs, elles se sont transformées en épines. Donc elle a évolué. C'est plus une jolie fleur, mais c'est un bouquet d'épines. En tout cas, c'est comme ça qu'elle se décrit. Donc on voit quand même qu'elle a évolué aussi dans la vision qu'elle a d'elle-même. Elle dit ensuite Windows boarded up after the storm. Donc on a barricadé les fenêtres après la tempête. Et on a du coup encore cette référence à Blank Space où elle parle de Perfect Storm. Et qui du coup, bien sûr, la tempête est toujours cet événement lié à Kanye West et à la déferlante de haine qu'elle s'est prise. Ce qui est drôle, c'est que c'est aussi une image qu'on va retrouver dans la chanson Death by a Thousand Cuts, où elle parle justement de ces fenêtres un peu barricadées. Donc c'est un truc qui revient souvent. Et si on prend encore plus loin dans sa discographie, on peut faire un parallèle avec I Look in People's Windows sur Titi Pidi, et où là, c'est plus du tout la même histoire. Mais pour l'instant, tout va bien. He built a fire just to keep me warm. Donc, il a fait du feu juste pour me garder au chaud. Alors, évidemment, la métaphore de la chaleur, elle découle de celle de la lumière, qui est souvent utilisée pour décrire cette muse. Et alors, est-ce qu'il est si lumineux qu'il la réchauffe? Est-ce qu'il réchauffe son cœur? Pour retrouver d'autres sentiments qu'elle avait mis de côté. Bah, ça, c'est des questions qu'on se pose. Et c'est un parallèle intéressant à faire aussi quand on voit dans The Fate of Ophelia où elle compare l'amour à un cold bed, donc un lit froid. Finalement, il y a plein de petits morceaux de ce couplet qui seront repris plus tard dans d'autres chansons. Tu l'as dit, Death by a Thousand Cuts. Elle parle du feu dans Peace sur Folklore. Donc voilà, c'est la métaphore de la lumière. Il faudrait peut-être qu'on s'y intéresse un jour à voir. Ouais, c'est, à mon avis, un sujet où on pourrait balayer beaucoup de chansons. C'est vrai. Et ensuite, elle fait le deuxième couplet où elle file une métaphore des cartes de jeu, en commençant par All the drama queens taking swings. Donc les drama queens, c'est une expression en part entière, hein, c'est celles qui font des histoires, mais c'est aussi la reine du jeu de cartes, donc c'est peut-être celles qui font le plus d'histoires finalement. To take a swing, en anglais, ça veut dire frapper quelqu'un. C'est une image qu'on a du golf, bien sûr. Un swing, c'est une figure de golf, mais c'est surtout s'essayer de faire du mal à quelqu'un. À cette époque, on pourrait penser en tout cas à certaines drama queens qui essaient de lui porter atteinte, notamment Kim Kardashian, mais aussi il y a eu un petit sujet avec Katy Perry à ce moment-là. Ouais, d'ailleurs, le fait d'utiliser les mots Joker et Queen, c'est aussi un clin d'œil probablement à la chanson de Katy Perry qui s'appelait à ce moment-là Swish Swish. Et à l'époque, cette chanson était prétendument à propos de Taylor. Je suis vraiment pas assez calée sur la discographie de Katy Perry pour en être certaine, mais il y a quand même quelques paroles dans la chanson qui laissent penser que, elle se répondait par chanson interposée. Et à ce moment-là, Taylor, dans sa grande mesquinerie, ou dans son génie commercial, a choisi de remettre tout son catalogue musical sur Spotify qu'elle avait retiré en 2014, donc quand même 3 ans avant, le jour de la sortie de l'album Witness de Katy Perry. Est-ce une coïncidence ou pas? On vous laisse juger. N'empêche que cet album Witness a fait un flop. Tu m'étonnes quand tu viens de récupérer tous tes albums préférés sur Spotify. À mon avis, c'est pas ça que tu écoutes, Tom. Exactement. Ensuite, elle continue la métaphore avec All the Jokers dressing up at Kings. Donc, tous les jokers, donc c'est des clowns, hein, le fou du roi, ceux qui essayent de se faire passer pour un roi. Bon, là, on parle toujours de Kanye West, au cas où, si vous aviez pas compris. Bah oui, parce qu'en plus, à l'époque, il était vraiment dans ce délire de dire « je suis un roi », il se prenait pour Dieu, etc. Ouais, il avait sa religion et tout. Enfin, c'était un peu chelou, quoi. Et elle ajoute May they fade to nothing when I look at him. Donc, ils sont complètement effacés lorsque je le regarde. Donc, peu importe en fait ce qui se passe, tant que son amoureux est là, elle en a rien à faire. Et ensuite, on a un pré-refrain pour la suite. And I know I made the same mistakes every time bridges burn, I never learn. J'adore cette phrase. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Taylor, elle a quand même toujours plutôt assumé ses erreurs par le passé. On repense à I Knew You Were Trouble, où elle dit A Few Mistakes Ago, ou de façon plus large à des chansons comme Picture to Burn, ou Red, ou I Know Places. Enfin bref, il y en a quand même pas mal. Mais manifestement, ici, elle dit qu'elle n'apprend pas de ses erreurs puisqu'elle en fait toujours. Elle a, encore une fois, fait confiance aux mauvaises personnes. Et elle dit Bridges Burn, donc qui est une référence à l'expression to burn a bridge, en anglais brûler un pont, qui signifie en fait le fait de faire quelque chose dont on ne peut pas revenir. Évidemment, une fois que le pont est brûlé, on ne peut pas le retraverser. Donc c'est l'idée de faire quelque chose dont les conséquences sont irrévocables. Et on retrouve cette idée dans le manifeste de vie
You're on your own kid, mais je vais te laisser en parler. Mais oui, because the pages turn with the bridges burn. Donc on a tourné des pages avec tous les ponts qui ont été brûlés. Pour rappel, on avait déjà analysé cette chanson qui est pour moi ma préférée de très très loin. Toujours les frissons quand je l'écoute. Et c'était un de nos tout premiers épisodes. C'était notre épisode 3. Ouais. Donc voilà, on sait que cette période de la vie de Taylor Swift, elle a été charnière en termes d'amitié, de certaines célébrités qui étaient souvent vues avec elle à ce moment-là et qui font plus du tout partie du paysage à partir de cette période-là. Rip Karlie Kloss notamment. Zendaya aussi. Oui, Zendaya aussi, mais je sais pas trop s'il y a eu du bif entre elles. Mais bon, bref, en tout cas, il y a quand même pas mal de gens qui lui ont tourné le dos à cette époque, en fait, tout simplement. Parce que, voilà, encore une fois, comme je le disais, elle s'est pris tellement de haine qu'en fait, elle était presque contagieuse dans le sens où traîner avec elle, c'était mal vu. Et donc, il y en a qui ont préféré préserver leur propre réputation et leur propre image en se séparant de leur amitié avec Taylor Swift. Mais au moins, elle a fait un truc bien. Elle rit avec son amoureux, ils font des cabanes sous les couvertures. On est comme des enfants amoureux, innocents. Bon voilà, la métaphore de la cabane sur une couverture, c'est pas une référence anodine. Hein. Ils se protègent du public, des médias. Ils font une sorte de château fort qu'ils auraient fabriqué. Ils sont dans leur bulle, quoi. Hein, Bah oui, puisque son château s'est effondré, donc ils sont obligés de se reconstruire une cabane de fortune. Et elle termine cette partie en disant « Starry eyes sparking up my darkest nights ». Donc encore une fois, je trouve que c'est une très belle phrase, une très belle métaphore. Ses yeux brillent et font s'illuminer mes nuits les plus sombres. Waouh, quoi, je veux dire. Ou ça peut être flippant, mais... je vais juste faire la meuf casse-pied, mais la mention des Fort Undercover, donc les cabanes avec des draps, ça laisse toujours une partie du public dubitatif parce qu'on sait que Matty Healy, il avait aussi l'habitude de faire des cabanes avec des draps. Et d'ailleurs, il avait fait toute une performance sur YouTube il y a 2 ans. Donc ça laisse la place à un peu de spéculation. Mais rappelons-nous que Taylor a dit dans une récente interview que c'est elle qui écrit les chansons. Donc on serait bien gonflé de savoir de qui elle parle, quoi qu'il arrive. Nous, on est là pour apprécier la chanson. On essaye de faire des petites interprétations, mais l'important, c'est que c'est Taylor Swift qui a écrit cette chanson, et c'est une excellente chanson. Excellent. Point barre. Donc nous revenons ensuite sur le refrain, avant d'attaquer le pont. On ne refait pas l'analyse du refrain, vous avez compris, mais le pont commence bien évidemment par une phrase qui est désormais assez culte. « I want to wear his initial on a chain round my neck ». Donc je veux porter son initiale sur une chaîne autour de mon cou. À l'époque, littéralement, Taylor Swift arborait un collier avec un petit J gravé sur un cercle argenté, donc c'était très littéral. Not because he owns me, pas parce qu'il me possède, but because he really knows me, mais parce qu'il me connaît vraiment, which is more than they can say. Donc en gros, lui, il me connaît vraiment, contrairement aux autres. C'est difficile à traduire joliment, mais en gros, lui me connaît bien plus que ceux qui prétendent me connaître. Bon, c'est moche, mais vous avez compris l'idée. Ou est-ce que c'est ses ex aussi? Oui, aussi. Ce veille, encore une fois, il est très ouvert, il vise un peu tout le monde. J'aime bien, moi, ce moment quand elle dit chain romanesque, chain romanesque. Ça fait vraiment à la fois une chaîne, on sait que c'est rond, et du coup, le fait qu'elle le répète 2 fois, on a vraiment cette image aussi que c'est autour de son cou, quoi. Ça fait, oui, et puis ce collier, il vient aussi, c'est un collier mignon, d'amoureux, etc. Et donc forcément, il vient un peu aussi en opposition à la chaîne très serrée qu'elle porte autour du cou sur la couverture de l'album Reputation. Et voilà, on le sait de toute façon, Taylor Swift, quand elle est amoureuse, ça se voit. Elle le montre à travers des symboles, à travers des chansons, à travers des bijoux. Bref, elle ne se cache pas de ses sentiments, donc forcément, ça se voit. On a ensuite la deuxième partie du pont. I recall late November holding my breath. Slowly I said, you don't need to save me, but would you run away with me? Et là, elle pose la question et après elle dit yes. Et ça, j'adore. Ça, c'est un petit truc que j'aime. Donc elle dit, je me souviens de fin novembre, je retenais mon souffle et je t'ai demandé doucement, j'ai pas besoin que tu me sauves, mais est-ce que tu serais prêt à t'enfuir avec moi? Et la réponse est oui. Alors évidemment, on voit un parallèle tout de suite avec Love Story. Romeo save me, take me somewhere we can be alone. Bon voilà. Hein. Ouais, et d'ailleurs, quand la chanson Call It What You Want avait été teasée sur les réseaux sociaux, c'est un parallèle qui a tout de suite été fait par les fans. Normal. On n'est pas si bête des fois. Bon, et puis après, on reprend le refrain et on a bien sûr une outro avec le Call It What You Want qu'elle répète en boucle, 13 fois pour être précis. Ce n'est pas, voilà, comme d'habitude, 13, vous avez compris. Hein. Vous êtes là depuis un moment, vous avez compris que 13 c'était notre chiffre. Et donc le chiffre de Taylor Swift surtout. Voilà. Pour moi, c'est vraiment une de ses plus belles chansons d'amour parce que on connaît Taylor Swift pour ses chansons de rupture, ses chansons très cathartiques, mais
Reputation, pour moi, ça contient certaines de ses plus belles chansons d'amour, ce qui est aussi cette dualité que j'aime dans cet album et qui fait que j'aime cet album par-dessus tous les autres. C'est celui où elle célèbre vraiment l'amour. Il y a ce côté très dark, très revancharge, il y a le côté très fleur bleue du début d'une relation. Et vraiment, c'est toute la dualité de cet album que j'aime beaucoup. Et c'est toute la dualité qu'on a dans cette chanson, parce qu'il y a quand même aussi pas mal de pics dans cette chanson, on l'a vu. Mais c'est vraiment ce côté genre, ok, il y a encore des pics, j'ai encore mal, j'ai encore de la souffrance en moi, mais je suis amoureuse et je sens que petit à petit, ça va me guérir. Et c'est ce qu'on va retrouver après dans Lover. Exactement. Là, on est tellement guéri qu'on a des paillettes, des cœurs, des couleurs qui vont sortir dans tous les sens. Et oui et non. Je On en reparlera. n'en dirai pas plus, on en reparlera de Lover, mais Lover est pas si évident que ça non plus. En tout cas, dans l'esthétique, c'est ce qu'elle va nous vendre. Voilà, dans l'esthétique, c'est ce qu'elle veut nous faire croire. Suspense. Et pour terminer cet épisode, Honorine, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Bah, j'écoute Reputation. Combien de fois par semaine tu l'écoutes? Franchement, je sais pas, mais il y a des semaines où je l'écoute pas du tout en vrai. Hein. Mais après, je retombe dedans et puis bah là, j'ai préparé l'épisode pour parler de cette chanson et du coup, bah voilà, je me dis mais en fait, pourquoi écouter un autre album dans la vie, quoi? Moi aussi, dans mes stats d'écoute, Call It What You Want est remonté en boucle, mais parce que j'adore cette chanson. Vraiment, qu'est-ce qu'elle me touche. Je la trouve extrêmement sincère et c'est quelque chose qu'on sait que dans l'interview du Times où elle disait je peux pas dire ça, c'est trop vrai. Bah là, heureusement qu'elle l'a dit parce qu'on en avait besoin. Ouais, je suis d'accord. Donc merci Taylor. Toi, t'écoutes Reputation. Moi, j'écoute une chanson de Suzanne, la chanteuse que j'adore, qui s'appelle Champagne. Voilà, puisque j'ai besoin d'un peu de légèreté et donc d'une coupe de champagne ne me fera pas de mal. Parfait. Avec modération, par contre, c'est important. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties. My lucky number is 13.